Alors, je me présente, moi je suis Cécile Colette, auteure et journaliste, et je travaille notamment, j'écris notamment pour une revue Jour Commande qui s'appelle Schnock, et qui, certains la connaissent peut-être, et qui notamment revient, fait de la rétroculture, un petit voyage dans le temps sur la culture, avec un ton irrévérencieux qui sied bien à Gilles, justement, qui revient sur la culture d'après-guerre et d'autres faits méconnus. Donc, c'est pour ça qu'il m'a sollicité. Vous êtes bien Gilles Charniac, né en 44 C'est un interrogatoire. Non, mais on va être sûr que vous êtes bien la personne, oui, parce qu'après ce qu'il assure, on peut avoir des doutes sur votre... Donc, né en 44 à Saint-Étienne et parisien depuis 49. C'est exact. 49 ans, depuis 1949. Hein. Oui, non. Et l'auteur de ce roman que nous présentons ce soir, Vigilance de classe. Vous verrez par la suite que le titre n'est pas anodin. Quand même, c'est une appellation connue peut-être pour certains. Donc parce que certains ici connaissent certainement beaucoup mieux que moi Gilles. Vous l'avez peut-être rencontré durant ses nombreuses vies, pas comme les chats, mais quand même il a exercé plusieurs métiers. Comme un réflexe avant d'ouvrir et de lire le livre, j'ai quand même consulté la quatrième de couverture, ce qu'on fait souvent quand on a un ouvrage. Et donc, il est précisé que vous avez été restaurateur, agent immobilier et même détective privé. Eh oui. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui me connaissent de la chanson et on ne m'a pas vu apparaître dans les radars de la chanson pendant 50 ans. Il fallait bien que je vive de quelque chose, donc voilà, c'était mes métiers. Tout n'est pas dit encore, mais bon, on en laissera pour le prochain. Hein. Ça c'est vrai, déjà. Et il est aussi indiqué sobrement que vous avez passé les 20 dernières années de votre vie professionnelle au sein d'une grande confédération syndicale. C'est dit de manière sibylline. Oh non, c'est la confédération donc ça, c'était votre CGT. Voilà, on peut le dire. Donc ça, c'était votre dernier métier. Vous étiez chargé de la logistique. Voilà, vous étiez tout le temps, voilà, vous travaillez. Le tourisme social. Ouais, tourisme social. Donc là, ça donne un petit indice à votre auditoire. Mais bon, forcément, votre roman, il est indiqué toujours sur la quatrième de couverture. Donc il est quand même indiqué que c'est inspiré de faits réels qui se déroulent en grande partie, cette histoire se déroule en grande partie dans le service d'ordre d'un puissant syndicat, un célèbre et puissant syndicat, donc la CGT, et qui sont confrontés, donc ce service d'ordre se retrouve confronté à des polices parallèles, pour ne pas dire, sur une période à peu près de 15 ans environ. Donc on se posait là la question, donc est-ce l'ancien agent immobilier, le détective privé ou le militant d'une organisation syndicale qui a écrit un petit peu ce roman? Parce que dans les trois, il peut y avoir aussi des pratiques comme ça un petit peu plus interlopes, finalement ça peut aider. Mais... Je vous en prie. Mais non, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, gardons-en pour la suite. Mais... Mon militantisme qui m'a amené là. Voilà. Après, quand on a fait autre chose, des fois ça peut servir. Quoi. Ça permet de régler quelques petits trucs, mais non, c'est le militantisme, très sérieusement. Ah, voilà, j'ai enfin une réponse. Je me suis dit, peut-être ça peut être le détective privé, mais ça fera l'objet d'un autre roman, certainement. Non, parce que le récit est très réaliste. Quand vous découvrirez et lirez l'ouvrage, ça recèle d'informations, de détails, d'experts presque. Donc forcément, on se pose la question. Le thème semble être très familier à Gilles. Et pourquoi le choix plutôt de ce thème? Pourquoi l'avoir écrit? Vous aviez envie de Oui, c'est un choix. Hein. Tout à l'heure, à la fin de cette présentation de livre, j'en dirai un peu plus, mais si vous voulez, j'avais envie de parler de ces aventures militantes, mais aventures au bon sens du terme, mais pas d'en faire un document socio-politique ou une thèse sur les services d'ordre, c'est pas du tout mon genre. J'avais envie de dire des choses, mais dans une fiction, on sent des plus libres. Et puis avec un peu d'autodérision. Donc j'ai choisi la formule polar. Et puis la dernière chose, c'était à Paris, lors de la sortie de mon premier bouquin. J'avais dit bêtement,
On va faire un pari, je vais écrire un polar, il y aura des filles, de l'alcool et des petites pépées. Bon, comme chantait Lydie Constantine, ben voilà, je l'ai fait, mais ça a mis du temps, c'est très dur. Voilà. Et oui, parce que avant d'arriver, on va évoquer la forme, qui est effectivement très intéressante. Donc, pour mettre un petit peu en appétit, parce qu'on ne va pas vous révéler toute l'intrigue, mais il faut savoir que le récit lève le voile sur des pratiques un petit peu opaques. D'ailleurs, il est précisé aussi en 4e de couverture que vous pourrez découvrir, enfin, en tout cas le livre en dit plus, que certains documents officiels. Donc ça, déjà, c'est intéressant. Mais on a envie de savoir qu'est-ce qui est faux et vrai dans ce livre. Donc est-ce qu'on va pouvoir quand même avoir un peu de petit éclairage, des indices, on verra ça, on va en parler pour la suite. Mais en tout cas, ça sent le vécu. Il y a quand même beaucoup de... Donc avant d'aborder la trame, cette trame... qui est passionnante. On va parler de la forme, justement du style. Et vous n'avez pas voulu écrire effectivement un essai sociopolitique, un témoignage documentaire. Et donc pourquoi la forme du polar? On retrouve effectivement tous les codes du genre, whisky, petite pépé et bar de nuit. Bah, premièrement, j'aime bien les polars, principalement au cinéma. J'aime bien. Je suis ni flic ni voyou. Mais ça m'attire, je vais le dire très franchement. Et puis, le polar, si on le traite avec un style un peu d'autodérision, un peu provocateur, ça permet de dire plein de choses. Sans en faire un pensum d'idées, puisque là il s'agit de service danse radical, sans non plus édulcorer de quel côté son cœur penche. Mais voilà, et puis... c'est des fonctions, le service d'ordre, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut les prendre au sérieux parce qu'on est des militants, et il ne faut pas se prendre trop au sérieux, on n'est que des militants. Voilà. Parce qu'il faut toujours faire attention, le pouvoir qu'on peut avoir dans ce genre de fonction peut un peu grossir les chevilles et faire mal à la tête. Voilà. Surtout pas ça. Oui, mais alors justement, en parlant du style vraiment pur, je me demandais quels étaient vos référents, un peu forcément cinéma, mais parce qu'on retrouve vraiment un vocabulaire qui est propre aux séries. Enfin, voilà, il y a effectivement les voyous, les commissaires, on entend des bonnes répliques. Alors moi, j'ai pensé parfois, je me suis dit, est-ce que, voilà, quelle a été peut-être même en littérature, des séries noires, je pense à Auguste Le Breton, du Rififi, tout ça, parce qu'il y a un petit peu ce côté, on parle de carottes. Ça balance de la merguez, c'est pas des saucisses, mais on voit bien que c'est un autre vocabulaire. J'ai relevé des termes comme ça, alors il y a une vraie connaissance. Non, je ne suis pas quelqu'un avec des références qui a un gros bagage en termes de lecture. Par contre, j'adore le cinéma policier, et c'est vrai que j'ai dans la tête tous les dialogues des grands films, mais pas seulement les dialogues des films de la série noire, d'avant la guerre ou tout de suite après la guerre, aussi des dialogues plus actuels, des expressions, et je pense qu'on peut s'amuser avec des mots qu'on peut y compris sortir de leur contexte et même en inventer quelques-uns qui sont suffisamment imagés pour se faire mieux comprendre. Voilà. C'est vrai que les dialogues et les répliques sont... oui, quand même, bon, dans ces choses-là, quel que soit le côté où on se trouve, c'est pas qu'on parle mal, mais quand même, on dit pas s'il vous plaît, cher monsieur, quoi. Hein, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut aller direct au but pour se faire comprendre. Donc voilà, c'est assez naturel. Hein. Je pense que j'ai essayé d'être naturel, pas manier de l'argot ou des mots un peu crash, comme on dit maintenant. Pour faire style, non, c'est naturel. On se parle comme ça dans ce genre de situation. Voilà. Oui, ça sonne. Alors pour la suite de notre échange, je me suis pour donner une petite idée, en tout cas, de l'atmosphère de ce livre à l'audience, à l'auditoire. Est-ce que vous auriez parce qu'on est quand même dans une salle de spectacle avec un Steinway derrière nous, est-ce que vous auriez, quelle pourrait être la chanson ou la musique, la bande-son de ce livre? Parce que là, on y va, c'est un peu une question piège. J'ai pas bien compris. La bande-son, quelle pourrait être la musique qui pourrait accompagner l'histoire? Une chanson même Oui, bon, faut dire que j'ai participé
grand nombre de manifestations où il y avait une chanson qui était au hit parade, c'était l'International. Je vais vous dire très franchement, par moments, c'est lassant, quoi. Et puis, lorsqu'on se retrouvait avec nos amis, je dirais pas plus, je les appelais les Popov dans le livre, donc le ton que j'emploie pour parler d'eux. On avait le droit au cœur d'armée rouge, quoi. C'est pas mal aussi, mais quand vous avez entendu 150 fois Kalininka, vous en avez un peu mal, quoi. Surtout qu'en plus, ils bougent toujours dans le même sens. Hein, voilà, donc oui. Mais bon, j'ai trouvé que dans les au fur et à mesure des manifestations, le répertoire a changé, soit il est devenu inventif, soit y compris on a été chercher des auteurs plus récents, et même on s'est aventuré dans la chanson anglo-saxonne qui n'est pas un mal, parce que souvent elle a du sens. Voilà. Enfin, il y a des petits mots, c'est la petite personnelle, il y a des petites séquences, on pourrait être dans le Minorota du Parrain, tout ça, c'est aussi un peu... voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des petits côtés... Oui, donc le Parrain, c'est déjà un niveau élevé. Là. Non, la musique. Oui, la musique, oui, non. Il y a des petites scènes de tension, de suspense, il faut le savoir. Oui, il y a des petites scènes de tension. De notre côté, c'était pas Parrain du tout. Et en face... Quand il y avait en face, oui. C'était même pas Parrain, quoi. Ah non. C'était souvent bas de gamme, pour certains. Hein, dans ces polices parallèles occultes qui existaient déjà dans ces années-là, 70-80, c'était pas beaucoup du haut de gamme. Hein. Ceux qu'on croisait, des fois, on s'affrontait. C'était pas du haut de gamme. Bon, en tout cas, pour conclure cet aspect, la forme, avant d'attaquer le... en tout cas, effectivement, on sent l'amour du cinéma. Enfin, en tout cas, la construction très visuelle, c'est un récit visuel. Et c'est conçu comme des séquences de cinéma. Dans la narration, on suit comme ça. Notamment, donc, le lecteur se promène dans une époque, on en parlera après. Voyage dans le temps, il y a des flashbacks. Et on se promène surtout beaucoup dans Paris. À travers les chapitres, donc il y a des scènes, une scène au Jardin des Plantes, même dans un restaurant très précis vietnamien, chez Dac à Jussieu, on va à Père-Lachaise, on retrouve des musiciens de Zigan dans le métro, à Châtelet aussi, la station Châtelet, l'hôtel Raphaël pour le côté plus cossu. J'aime bien, c'est bien, il est très bon cocktail. Oui, bah voilà, je me demandais, et il y a même un crochet aux Antilles par la Guadeloupe et Marie-Galante. Il y a du très bon rhum, là. Voilà. Mais je me posais la question aussi de le choix de cette balade et des endroits. C'est des lieux fréquentés ou bon, c'est aussi choisi, bien connus Tous les lieux, je vais essayer de faire passer le lecteur, existent. Je les ai fréquentés. Pour certains, je les fréquente toujours. C'est ma façon d'écrire. J'ai peut-être pas une imagination suffisante, j'en sais rien. Bon, je ne suis pas flagellé pour ça. C'est le visuel qui me donne une idée. Bon, bien sûr, il y a l'idée du polar, écrire un truc sur le service d'ordre, etc. Mais je suis dans un... Par exemple, je vais citer un cas, je peux le dévoiler. L'histoire des manouches, qu'on voit dans le bouquin, je ne les ai jamais croisés à Paris. J'ai croisé à Bruxelles. C'était un jour de match de rugby à Bruxelles. Et un match, je vois, il y a un ami qui avec moi fréquente les salles de rugby, qui a connu cette aventure. Nous étions allés jusqu'à Bruxelles, le terrain était gelé, on est revenu, sans avoir vu le match, on était écœurés. Et faut dire que faire un match chez les Belges, c'est quand même un peu curieux comme idée. Et je croise dans une rue de Bruxelles un quintet de musiciens de Zigan, tout en noir avec la chemise blanche. Et ça m'est resté dedans, et là, voilà, je les ai mis comme personnages. Et puis à Marie-Galante, c'est autre chose. Mais je ne vais pas tout vous raconter, pendant ça vous avez pu acheter le livre, ça ne va pas trop. En tout cas, il faut savoir qu'a priori, le narrateur aime bien le rhum du Père Labatte. Ça a l'air celui qui est recommandé là-bas. Ici aussi, on l'aime bien. Je note, donc, oui, parce qu'il y a aussi une connaissance, une scène, mais vous découvrirez avec convoyage. Déjà, ça... Donc, alors, on va plutôt évoquer, donc, en fait, le fond. C'est un voyage, effectivement, et un regard sur une époque.
Donc en réalité, vous avez commencé en 1968, année cruciale, votre activité militante, mais l'intrigue, le roman, se déroule de 1979 à 1994. Voilà, c'est avec une construction flashback ingénieusement organisée. Alors pourquoi avoir choisi cette tranche précise chronologique 79, 94, c'est des années par rapport à ça, au militantisme, il y avait et aux adversaires. Bon, c'est clair. Cherchez surtout pas à démêler le vrai du faux. Sans ça, vous allez avoir mal à la tête. Il ne faut pas chercher. C'est aller, parce que la plupart des faits sont vrais, mais de la façon dont ils se déroulent, c'est pas forcément ça, puisque c'est un roman policier, c'est une fiction, quoi. Donc, si on donne là-dedans, c'est pas pour faire un bouquin exact. Sauf que le choix du début du bouquin, celui-là, c'est sur Wikipédia. D'ailleurs, des personnages que vous allez voir dans le bouquin, allez sur Wikipédia, peut-être que vous en avez retrouvé, j'en sais rien. Je ne sais même pas s'ils sont vrais ou c'est faux, ça vous le cherchez. Hein, c'est un jeu, on fera une interrogation écrite l'année prochaine. Et pourquoi 79 ? Parce que c'est le 23 mars 79. 23 mars 79, c'est le départ, parce que c'est là qu'on a vu pour la première fois grandeur nature, même si on le soupçonnait avant, des phénomènes d'insertion de policiers dans des manifs et qui jouent au casseur. C'est le 23 mars 1919, c'est une grande manifestation des sidérurgistes qui s'est très 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 mal passée. Hein, beaucoup d'incidents, beaucoup de casses dans notre service d'ordre, mais aussi beaucoup de casses parmi les policiers. Hein, Paris était inextricable. Et là, effectivement, on a remarqué qu'il y avait infiltré dans cette manifestation quelques voyous faisant partie d'officines parallèles, et puis aussi un flic. Hein, on a été surpris lorsqu'on l'a coincé de découvrir qu'il avait sur lui un revolver. Voilà, et puis sa plaque. Voilà, on en parlait toujours à cette époque-là de ces choses-là, y compris dans la presse, mais on n'avait jamais mis le doigt dessus, et là on a mis le doigt dessus, et l'aventure a commencé. C'est le choix de la date, voilà. Après, c'est pas exact. C'est pas exact. En tout cas, c'était à ce moment-là où ça s'est justement, ça devenait avant, peut-être ça prend l'objet d'un autre livre, 68 mais c'est 79 effectivement, c'est l'apparition de ces groupuscules. Je m'excuse Cécile, mais dans ce bouquin, je suis pas en train de faire un cours de service d'ordre, hein. Je suis formateur, puis je suis rangé des affaires, comme on dit dans un autre monde. Mais même aujourd'hui, ou même avant-hier, peu importe, dans le Nouveau Monde, on ne croit pas à ces histoires-là, qu'il peut avoir dans des gens violents, mais qui peuvent avoir une approche militante, mais des gens violents, qui je ne partage pas forcément les choses, il peut avoir des infiltrations, ça existe, c'est pas du polar, ça. C'est de la réalité. Et donc voilà, une façon un peu humoristique, un peu drôle par moment, je voulais pointer un petit peu ces phénomènes, là, parce que ça vaut le coup quand même de penser que ça peut exister, quoi. Oui, même si vous avez voulu briller les pistes, en l'occurrence, effectivement, chacun, mais cette fameuse manifestation du 26 mars 70, 29, pardon, 23, pardon. Oui, on est quelques-uns dans la salle, dans notre tête, oui, la est restée. J'étais pas encore née. Donc oui, et a réellement existé, on peut très bien... mais bon, on a notre curiosité, même si vous voulez briller les pistes, à savoir, et pas donner tout, cette curiosité de savoir où est le vrai et le faux, se justifie parce que c'est comme un sujet inédit, voire très méconnu, oui, c'est un sujet très peu traité, qui est effectivement les services d'ordre, les sécurités des partis et des grandes organisations syndicales, qui est un monde connu pour les profanes et novices qui se trouvent peut-être dans la salle. Effectivement, c'est ceux qui
veille au bon déroulement des meetings, des manifestations, accompagnement des personnalités politiques. Je préfère que ça soit vous qui parliez ça, parce que si c'était moi, j'aurais l'impression de faire du prosélytisme. Oui, parce que l'idée n'est pas de faire d'apologie. Mais... Non, mais l'idée n'est pas de faire d'apologie, mais il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Le service d'ordre des manifestations, le service d'ordre syndical, d'ailleurs, c'est pas l'apanage que de la CGT. Hein. C'est des autres centrales. Ils sont faits par des militants. C'est pas fait par des gros bras. Même si par moments on les a traités de gros bras et plein de choses. C'est pas grave, c'est pas une fonction qui plaît beaucoup, quoi, y compris dans ses propres rangs. Non, voilà, ça c'est vrai, ça. Hein, c'est vrai parce que je l'ai vécu, hein, et puis parce que dans ça j'y serais jamais allé, me faire rémunérer pour faire du service d'ordre. Alors à ce moment-là, au lieu d'être détective privé, je monte une agence de sécurité, quoi. Oui, tout à fait. Il faut bien préciser qu'en plus c'était bénévole et un vrai investissement de militant. C'est mieux que bénévole. Oui. Mais forcément, donc, le roman esquisse, donc ce service d'ordre, notamment de la CGT, est amené à connaître les services de police, ne serait-ce pour la bonne organisation des événements. Et donc le roman esquisse les relations troubles entre certains policiers, certaines polices et des agents de services parallèles qu'on pourrait qualifier d'adversaires de classe dans le roman. Et voire même, ça esquisse des officines carrément fachos, il faut le dire. Voilà, ça montre les collusions. C'est ça qui est très intéressant. On a envie quand même de savoir un peu le vrai du faux, mais manifestement, on n'en saura pas. Le fond est vrai. Mais on peut dire que c'est quand même une petite histoire, quand même, à travers une petite histoire de la Ve République, à travers la police versus. Ça dénote d'une période. Une période, voilà. Il y a eu la période de l'après-guerre où. Pendant la guerre, disons, chacun avait choisi son camp. En général, il y a beaucoup de gens qui sont passés du mauvais côté que du bon côté, mais enfin quand même, il y a eu un petit choix. Alors chez les poulets, il y en a qui ont choisi la carlingue, la rue d'Oriston, c'est ce que je veux dire, et puis il y en a d'autres qui ont choisi la résistance. Et puis chez les voyous, idem. Il y a même des voyous, des grands voyous, qui ont été déportés. Tous ces gens-là se sont fréquentés, je ne parle pas des autres, parce que les autres naturels est revenu rapidement, tous ces gens-là donc se sont fréquentés dans la résistance, et ça fait des liens forts. Sauf qu'après la guerre, chacun reprend son activité principale. Hein, les voyous reviennent aux voyous, et les poulets rejoignent la préfecture. Voilà, c'est la vie. Alors, pour des gens sains d'esprit, tout se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'on peut se faire un serpent par-ci par-là. Hein. Et puis pour les gens tordus, alors, ça donne lieu à plein de choses. Alors, on a connu, après la guerre, issu des mouvements gaullistes, le SAC, hein, où il y avait ce conglomérat. Et puis après, arrivé le joueur d'accordéon, et lui, il n'avait pas tout ça. Donc il a bien fallu qu'il se crée tout ça. Donc c'est là qu'on a vu apparaître ces officines et ceux qu'on appelait les truands du patronat. Voilà. Comme ça, c'est factuel. Là. Donc, sans aller dans le détail, je ne sais pas entendre expliquer ça de A à Z, mais c'est ça le fond. Sans ça, on ne comprendrait pas. Cette chose-là, aujourd'hui, n'existe pas de la même façon. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais elle n'existe pas de la même façon. Voilà. Oui, on voyait bien qu'il y avait parfois, entre flics et voyous, oui. la frontière était trouble. Oui, c'est toute la question, quoi. Mais pas seulement sur les histoires des services d'ordre, c'est la question surtout. Sur les stupes, sur plein de choses. Oui, quand chacun reste pas à sa place, qu'il y en a un qui franchit la ligne jaune, on voit ce que ça donne, quoi. Voilà. Mais souvent, effectivement, ça peut être ça. En tout cas, une manifestation bien encadrée pouvait être un prétexte pour ces groupes, sauf que ces fameuses milices occultes, disons, ils ne venaient pas mettre le bazar dans les manifestations, ils s'attaquaient aussi aux conflits sociaux. Hein, il ne faut pas l'oublier, ça. Ils ont défrayé la chronique. Oui. Voilà, ça c'est notoire, certains ont été condamnés. Voilà, c'est une réalité qui a traversé cette époque-là. Je ne dirais pas qu'après ça n'a plus
duré, et ça n'a pas duré exactement de la même façon. Un peu plus sophistiqué, mais le fond est le même. Hein. Et donc justement, on découvre à travers le récit les arcanes d'un service qu'on connaît peu, en public, un service de police comme ça qui évoque moins qui est la DOPC. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la DOPC? C'est pas moi, je travaille pas à la préfecture, c'est pas moi qui va faire l'article. Hein. Non. Mais quel est ce service donc, c'est un service énorme. Bon, vous l'avez vu à la télévision ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la DOPC. C'est le service à la préfecture qui s'occupe de toutes les manifestations sur la voie publique, l'arrivée des chefs d'État, etc. Donc ça, oui, ça va très loin. C'est un service qui, dans la même journée, peut avoir 5-6 événements. Par moment, des événements très tranquilles. Hein, je sais pas, un président, je ne sais où qui arrive. Puis par moment, des événements plus chauds. Voilà. Donc c'est la DOPC qui a toujours été un service de contact pour l'organisation des manifestations et des rassemblements sur la voie publique. Oui, je le connais bien. Oui, ça, forcément, le service d'ordre, notamment la CGT, est amené à communiquer. Et vous avez brossé un portrait très clair, assez caractérisé, sympathique du directeur général. Vous semblez l'avoir en tout cas connu, ou du moins, je ne sais pas, je me trompe peut-être. Non, je le connais bien. Je le connais bien, voilà, je le connais bien, c'est tout. Non. Non, parce qu'il est très occupé en ce moment. Non, mais bon, voilà. C'est un... Voilà, on ne dirait pas plus. Oui, je le connais bien. En tout cas, il ne se rappelle peut-être pas de moi, mais moi, quand on rencontre des hommes comme ça, on s'en rappelle. Le portrait, voilà, est net. Et on croise aussi dans ce vrai polar des personnages hauts en couleur, parmi les camarades aussi du service d'ordre. Il y a des scènes assez burlesques, donc on se doute que certains personnages et certaines situations ont quand même dû exister, même si notamment déjà la scène d'ouverture du roman, là je ne dévoile rien, parce que vous verrez, c'est dès le départ, qui se passe fin 78. On est dans une représentation des chœurs de l'armée rouge à Paris, sous l'égide de l'ambassade. On croise deux agents justement du service d'ordre, Simon et Georges. Et justement, voilà, le personnage de Simon se plaint des Popov qui sont un peu insistants un peu insistants. Donc on voit bien qu'il y avait quand même aussi une... Pourquoi? Pour nous embrigader? Oui, voilà. Bon, c'est déjà fait, hein, à cette époque-là. Mais à cette époque-là, voilà. Ouais. Il y a une différence entre militants du parti en France et puis les visites des Popov. Ouais. Et donc voilà, c'était pour... Mais j'en dirai pas plus, c'est le début du bouquin, donc... c'est juste le début, on voit... Ouais, non. Non, mais apparemment, il y a un personnage dit le japonais, Bernard. Ah, le japonais, oui. Donc, le japonais, mais il s'appelle Bernard quand même. Ouais. Le photographe du service... Enfin, il est passionné de photographie. Un militant photographe. Militant photographe. Vous avez esquissé ce personnage aussi par amitié, voilà, il est assez en couleur aussi. Qu'est-ce qu'il peut donner, sans tout dévoiler, mais... S'il existe? Oui, s'il existait. Ah oui, on ne sait pas, mais qu'est-ce qu'il fait durant, en tout cas, dans le... il fait des photos, c'est un gars qui aime des photos. Vous allez voir que c'est important de prendre des photos comme... La police, elle prend bien des photos. Un militant, il vient de prendre des photos, c'est un fan de la photo. Voilà. Il aime ça. Bon, alors, comme dans le film... Je ne sais pas ce qu'il fait de ses photos, mais il aime ça. Hein. Si, mais c'est comme dans le film Blow Up, vous verrez, d'Antonioni, il y a un sens avec le... Vous verrez. Là, il y a des maniaques, hein. Il est très scrupuleux, très organisé, il aime ça. Et je le vois, des fois, il continue. Donc j'en déduis que Georges, la brute cultivée, camarade aussi du service d'ordre, ou Félix, le braqueur militant, le Robin des Bois du communiste, lui aussi, on ne peut pas savoir non plus si... Bon, c'est pas utile. Mais en tout cas, c'est des figures... on peut partir d'une chose existante et puis faire jouer un rôle qui n'est pas complètement le sien, ou complètement le sien. C'est pas vraiment là la question, je pense. C'est pas vraiment là la question, parce que la question où ça plaît et que cette autodérision, ce côté un peu burlesque, vous avez dit le mot, c'est bien ça, le baroque, on peut dire aussi ça, et le bon ton, quoi. Parce que
faut pas se prendre au sérieux. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il existe à 100%? Est-ce qu'il n'existe pas du tout? Est-ce qu'il existe un petit peu? L'idée des Robins des Bois, il en a toujours eu. Sauf que lui, j'ai fait jouer un rôle de Robin des Bois efficace. Efficace. C'est mal terminé d'ailleurs, je crois, pour lui, dans le roman. Hein. Oui, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi rendre hommage à une forme de camaraderie, de famille, c'est quand même aussi des amitiés, peut-être pas des amitiés, j'en sais rien, mais certaines, oui, des amitiés, des camaraderies qui se nouent, c'est quand même un lien fort, voilà, quand on est dans ce... militant ensemble dans ce... Moi j'avoue que ça c'est vrai, ça, j'aurais pas fait ce bouquin, quoi. Enfin, j'aurais pas fait un polar sur ce sujet, disons. Les copains. Quand on est dans une équipe pour assurer des tâches qui sont pas les plus agréables à faire, des fois ingrates, des fois méconnues, ou même travesties, il est important que ceux qui font ça aient une totale confiance entre eux et camaraderie, je sais pas, une vraie complicité, quoi. Parce que sans ça, s'il n'y a pas ça, ça dérape rapidement. Et le danger de ces choses-là, c'est le dérapage. C'est-à-dire à un moment prendre du plaisir sur la violence ou des choses comme ça, voilà. Ça c'est terrible, il ne faut surtout pas. Vous savez, dès qu'on a un petit brassard, puis un moment ça ne va pas, quelque chose un peu pour aider les gens à comprendre, quoi. Bon, c'est pas bon, quoi. Donc il faut... et donc seule la confiance et calée sur le sens qu'on veut faire marche, quoi. Enfin, oui, j'ai gardé avec eux une amitié, même si on ne se voit pas tous les jours, parce que on a arrêté tout ça, hein, pour une seule raison, c'est qu'on court moins vite qu'avant. C'est quand même... Il faut un peu de tête, mais il faut un peu de jambes aussi, puis un peu de bras aussi. Voilà. Donc voilà, on court moins vite, bon, il faut savoir ce qu'on peut faire, quoi. Et donc je voudrais rappeler aussi, parce qu'à travers la lecture, parfois on est un petit peu perdu entre justement le service d'ordre de l'organisation syndicale, celle du parti, donc c'est aussi une époque. Quel parti? Du Parti communiste. Et donc c'est vrai, parfois on se dit, le service c'est aussi une époque, le contexte est différent aujourd'hui, mais ça peut, la place du Parti communiste dans le paysage politique à l'époque, donner aussi un autre... Même si on est dans une fiction, on va quand même pas prendre le lecteur pour un idiot. Et quand on parle des services d'ordre des années 80, bon, vous voyez très bien que quand même la proximité de point de vue entre le Parti communiste et la CGT, quand même. Le nier serait totalement ridicule. Donc voilà, c'est clair. Mais après, on peut faire l'un et l'autre. On n'est pas faire. On sait de faire les deux. Hein, voilà, mais il y a une proximité. C'est tout, c'est comme ça. Ça a changé, c'est probablement pas un mal. Non, il y a notamment une petite anecdote sans tout dévoiler, une petite scène rue Marie-Rose dans le 14e arrondissement, dans l'ancien appartement de Lénine, car Lénine, oui, a vécu un temps à Paris et dans le 14e. Et voilà, il y a quand même la visite de Gorbatchev qui est prévue dans cet appartement. Et on voit bien que le service d'ordre de la CGT est aussi mobilisé pour ce genre d'événements, comme l'armée rouge. Non, pas de la CGT, du Parti communiste. Ah, oui, bah oui, c'est la il y avait une certaine proximité, mais quand même, il ne faut pas faire de confusion. Ah. non, oui, c'est une scène assez curieuse, quoi. Une scène assez curieuse. Je vous en dis pas plus. Comme quoi, des fois, la défense de l'Union soviétique passe par des scènes qui frôlent l'érotisme, disons. Je savais qu'à un moment, il fallait que je trouve quelque chose pour vous faire réagir. Hein, et je pense que c'est réussi. Je ne serais pas déçu. Alors parlons-en, parce que justement, dans plusieurs chapitres, on apparaissent des personnages féminins, qu'elles soient une aide, soit c'est une aide furtive ou une séductrice, ou en tout cas un parfum de séduction. Donc on peut se poser aussi la question de la place des femmes aussi dans ce milieu-là, dans le milieu du service d'ordre. À cette époque-là ? À cette époque-là, où étaient les... à part... Zéro. Je serais démago, je dirais que c'était un choix. Hein.
Je sais pas, c'était 0. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est des vieux stéréotypes. Hein. On peut avoir des idées progressistes, y compris même clamer haut et fort l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis, pour traduire ça en fait, oui, la place des femmes était 0. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il fallait se rattraper par ailleurs. Parce que comme on passait beaucoup de temps au service d'ordre, on prenait quand même. Hein. Alors, il y a d'autres fréquentations. À d'autres, mais du même bord finalement, parce que c'est un peu incompatible avec. Oh, ça, c'est une idée que vous avez un peu raide. Hein. Ah bon? Oui, un militant du service d'ordre aurait pu fricoter avec. Oh, bah, fricoter, non, mais. Ouais, encore, je dis non, pourquoi pas. D'abord, les personnages féminins qui apparaissent dans le roman, c'est pas des relations de ce type quand même. Non, mais. À part une, d'ailleurs c'est drôle parce que la personne qui représente l'Harmattan ici, cette jeune femme qui tout à l'heure vous rendra les bouquins, elle a le même prénom qu'un personnage du roman où là il y a une grande séduction. Je l'ai prévenu tout de suite parce que je ne la connaissais pas avant, donc il n'y a pas de risque, mais c'est pas du tout la vision que j'ai des femmes qui portent ce prénom. Elle s'appelle Alexandra. Voilà. Non, oui, il y avait un petit peu la fête de l'UMA, parce que bon, la fête de l'UMA, il fallait faire des cuisines au service d'ordre, elle venait un petit peu, quoi. Voilà. Mais voilà, mais dans les manifs, non. C'est dommage, parce qu'en plus, il y en a qui sont efficaces. Et puis, il y a un truc auquel je crois beaucoup, la présence de femmes dans ce genre de tâches est un vrai frein au dérapage. Je pense sans démagogie, je pense sincèrement, c'est très intéressant parce que premièrement ça reflète la société et puis ça évite des fois de faire des gestes qu'on peut après regretter. Voilà. En tout cas, les camarades les camarades du service d'ordre ne sont pas tous des vieux garçons. Il y a quand même des, voilà, il y en a qui sont en couple. Oui, c'est pas des morts. Voilà. Oui. Pas non plus des moyens. Il y a certains qui s'intéressent aux femmes, disons. Mais c'est pas obligatoire non plus, il peut s'intéresser à autre chose. Mais non, oui, mais la question se posait pas. La question se posait pas, voilà, c'est comme ça. C'est une question récurrente qui continue à exister dans notre société. Donc le service d'ordre, bon, c'est quand même le reflet de notre société. Et un parti politique ou une organisation syndicale. Voilà. Mais heureusement, ce livre existe grâce à une femme. Vous remerciez Régine Bernadette. Voilà, donc en fait. C'est la conclusion. Mais ça aurait été bien, j'ai pas connu cette époque-là, maintenant quand je vais dans les manifs, je vois les copains du service d'ordre, il n'y a pas de mixité complète, mais quand même, nous on n'a pas connu ça, c'est un peu triste. Enfin c'est un peu tard pour replonger dedans. Quoi. Bon, même si le roman se termine en 1994, donc il y a plus de 20 ans, on peut s'empêcher, c'est drôle, il y a quand même, à la lecture, vous verrez, on peut s'empêcher quand même de trouver une résonance actuelle, comme un écho un petit peu autour justement de la protection des personnalités de haut rang, politiques. C'est vrai qu'on a envie de dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil, quoi, presque. Bon, alors là, je vais évacuer tout de suite cette question-là. C'est un fait, un pur hasard. Le bouquin a été bouclé, fini, bien avant les événements qu'on a vécus ces derniers mois. Ça c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est certaines pratiques. Ah bah oui, bien sûr, oui, c'est une pratique. Dans les gens qui ont des activités occultes de sécurité, bah évidemment, il y en a qui finissent au tribunal ou en prison. Il y en a quelques-uns, pas tous, mais il y en a. Quoi. C'est le chemin naturel, quoi. Il y en a même un casier judiciaire noir comme du cirage, comme on dit là, chez les flics. Et voilà, c'est... Bah oui, on les tient mieux en même temps. Enfin, les autres les tiennent mieux, moi je ne les tiens pas, mais les autres les tiennent mieux, oui, bien sûr. Ah oui. Dans les officines de sécurité, il y a quand même eu des phénomènes qui sont apparus, quoi. Oui, ça, y compris chez les hauts responsables. Casier judiciaire copieux, Oui, tout ça oui, voilà, c'est pour dire qu'il y a comme une pérennité en général. Voilà, c'est pas. Bah oui, Et d'ailleurs, précisons aussi que c'est en fait, c'était pas comme c'est vraiment un regard, le témoignage d'une époque, voilà, sur plusieurs années, mais c'est pas la même violence aujourd'hui. Je pense justement c'est là les black blocs qu'on retrouve dans les manifs.
les casseurs de cette époque, c'est pas les mêmes, pas du tout. Il y a une évolution, si on peut dire. Ah bah oui, la société évolue. Ouais, je ne sais pas en quel sens, mais elle évolue, oui, c'est pas la même chose, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Le décor n'est pas le même. Non, parce qu'on en avait, voilà. Ah non, le décor n'est pas le même. Bon, je veux pas... c'est pas mon sujet ce soir de m'aventurer dedans. Mais le décor n'est pas le même. Hein, parce que les organisations n'ont pas la même puissance à cette époque-là. Les responsables politiques du pays ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas sur le même sujet. Donc voilà. Non, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, moi, je fréquente tout ça en spectateur. J'aime bien aller sur les trottoirs. Quand il y a des manifs, c'est parce que quand on a un peu l'œil professionnel, disons professionnel militant, bah, on voit des trucs. Voilà. Un truc. On sent le coup venir longtemps à l'avance. Mais ça, oui, c'est pas pareil. Mais ça aucune raison d'être pareil. Aucune raison. Parce que la donne n'est pas la même. Voilà. Moi, j'en suis resté à cette époque-là parce qu'en commençant le roman en 79, si je voulais faire durer les personnages avant qu'ils meurent, j'étais forcé de m'arrêter en 94-95 parce que si je les avais duré là, il y en a beaucoup qui n'existent plus, voyez-vous. Alors là, ça aurait été un casse-tête terrible d'écrire ce polar, donc je me suis limité à ce laps de temps. Voilà, c'est plus raisonnable. Il faut se fixer des limites. Oui, non, bah forcément, il faut une... Mais c'est juste, voilà, avec le regard... Mais effectivement, on embrasse plusieurs présidents. Hein, il y a Giscard, il y a Chirac, il y a l'homme qui clignait des yeux, Mitterrand. Après, je m'arrête. Hein, mais déjà, Mitterrand, c'est pas mal. Hein, voilà. Et puis, il faut préciser qu'en fait, ce qu'il y a aussi en 1983, ça, c'est la loi, enfin, finalement, suite à la manifestation de 1979, pas que ça, mais d'autres, il y a quand même une loi qui a été votée pour justement encadrer ces services de sécurité, ces officines, ces espèces de groupuscules. Il y a une loi qui est... Du coup, on a... C'est-à-dire qu'il y a une je pense, une approche commune entre le pouvoir de cette époque-là et les responsables de ces officines. Donc quoi, il serait probablement utile de faire un peu le ménage et d'avoir un peu de rigueur. Ouais, c'est beaucoup de façade, parce que le fond reste le même. Hein, c'est-à-dire, dans un pays républicain, quand on veut transgresser les règles de fonctionnement et enjamber joyeusement les corps constitués, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, ben voilà, ça amène à toutes les dérives. Hein. Celui qui croit que ça ne va pas dériver, il se trompe. Hein, voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a une petite entreprise. Mais ces questions-là, d'abord, il faut lire le roman. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, là, il n'y a plus rien à dire. Mais si ça vous plaît, sans vouloir démêler la fiction du vrai, allez, c'est bien avec Internet. Allez fouiller, vous allez voir, vous allez trouver des trucs. Hein, je clique là, puis après je reclique là, puis après je vais plus profond. Et puis on se dit, tiens, dis donc, oui, il s'est passé ci et ça, voilà. Il y a des choses, des choses qui existent. Alors un peu dans les dernières questions, ça aussi, donc on voit bien que dans ce groupe du service d'ordre, enfin, dit du service d'ordre, qui est un petit peu injustement caricaturé comme les gros bras, on voit que bon, chacun a sa fonction, chacun est important, quand il y a tous des hommes militants, et notamment il y a le fameux, parce que c'est le compteur de manifestants, celui qui s'occupe du comptage, parce qu'on voit bien qu'après, il y a toujours un débat récurrent, mais ça c'est depuis toujours, entre chiffre officiel de la police et celui des organisateurs. Donc, je crois que vous aviez un petit... Je mets dans le roman un compteur, pas un compteur de compte, hein. Non, mais c'est OMPT. Oui. J'ai rencontré un ami qui avait un peu cette phobie. C'est pas lui qu'on voit dans le roman, mais cette phobie de savoir combien il y avait de manifestants. Ça virait à l'addiction, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faisait de tous ces chiffres qu'on lui remettait, après nous avoir gâché des dimanches entiers à compter les manifestants. Je ne sais pas ce qu'il en faisait. Hein. Donc voilà, alors oui, ça existe toujours, c'est très drôle d'ailleurs, parce que le débat revient à chaque manif, bien que
un outil a été mis en place par les journalistes, mais on est tellement heureux les uns et les autres de se jeter des chiffres à la figure qui sont très éloignés les uns des autres, pour des raisons diverses, hein, que voilà, ça continue, c'est très drôle, et je suis persuadé que dans 10 ans, dans 20 ans, ça continuera, et c'est pas grave, il y a quand même un groupe de journalistes qui compte. Parce que c'est quand même assez facile de compter. C'est très facile. Avec un peu de méthode, on compte facilement. Mais le problème, c'est qu'aucune des deux parties n'a envie vraiment de compter, quoi. Il a envie d'annoncer des chiffres pour diverses raisons. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du folklore, hein. Mais c'est drôle. Oui, c'est de bonne guerre. C'est sans importance. Et alors, pour terminer, j'avais, je pense, à moins que vous vouliez donner une... parce que je ne veux pas tout dévoiler, c'est quand même intéressant, c'est un polar. Hein, je peux pas, mais donc, j'avais sollicité quelques personnalités, pour leur des personnalités politiques, pour leur demander leur avis sur votre roman. Ils n'ont pas pu être parmi nous ce soir, mais ils ont envoyé leur entretien filmé. Donc nous avons bon? Bah oui, ils sont... Voilà, je savais qu'en tant que journaliste, ils étaient capables de beaucoup de choses, mais ça, je savais pas. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dégager. Ah, d'accord. La limite de l'automatique. Bonjour à tous, bienvenue sur Petit Vigile, la télé du Petit Vigile. Aujourd'hui, vigilance de classe, et pour en parler avec nous, deux invités de prestige, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et Monsieur Charles Pasqua. Alors, lequel d'entre vous deux souhaite commencer? Permettez-moi d'abord de vous dire bonsoir et de poser la question suivante. Quelle est l'utilité de ce débat? À quoi peut-il servir? À éclairer un peu notre histoire récente, les années 70, 80, 90, notamment voilà, les collusions qu'on a pu trouver entre le pouvoir, les sociétés de sécurité privées et le grand banditisme aussi, parfois, malheureusement. Naturellement, chacun sait que c'est faux. Monsieur Pasqua, je vous ai vu goguenard, qu'est-ce qui vous fait rire? Est-ce que c'est les relations entre le pouvoir et la pègre? C'est vous qui le dites. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Gilles Tcherniac. D'ailleurs, je crois, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, vous l'avez rencontré, vous avez pu en discuter. J'aurais préféré, je lui dis, que nous parlions de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir. C'est impossible, il parle toujours du passé. Oui, enfin, un passé un peu curieux, émaillé d'incidents sous votre présidence. Alors je ne veux pas laisser dans ce débat glisser cette insinuation ou cette présentation politique. Bon, Monsieur Pasqua, vous connaissez Gilles également. À gauche, c'est probablement le meilleur, ou disons le moins mauvais. Eh bien alors ça, c'est un compliment qui vous honore. Parce qu'on ne peut pas dire que vous partagez les mêmes opinions. Je connais ses positions au niveau des idées, elles sont assez proches des miennes, mais... Non, je ne pense pas, non. Au mieux, vous avez le même goût pour le rhum et les pâtes à l'huile. Ah oui, ça, je le crois très profondément, oui. De quoi? Les pâtes à l'huile? D'où vient cette huile? Oui, on s'en fout d'où ça vient, l'huile. C'est un détail, mais c'est un détail important. Exactement. Ok.
Je vous rappelle que nous sommes ici pour parler du livre de Gilles, qui s'articule autour de l'année 79. Vous cherchez à égarer cette discussion sur le passé. Excusez-moi, 79, c'est quand même l'année où Robert Boulin a été assassiné. C'était votre ministre du Travail. Bon, vous n'en direz pas plus, et puis certains secrets ont été enterrés 6 pieds sous terre. Je suis frappé par vos connaissances en matière agricole. Vigilance de classe, Gilles Tcherniac, roman noir chez l'Harmattan, disponible tout de suite. Aucun Français ne le croira. Voilà, ça donne un peu le ton du bouquin. Peut-être pas avec un tel talent, je ne sais pas, vous en jugerez. On peut parler de choses sérieuses avec beaucoup d'humour. Voilà. Et donc maintenant, si vous souhaitez poser quelques questions à Gilles, vous aurez peut-être plus que moi à lui faire dire la vérité, ben, ceux qui souhaitent, on fera... On va pas passer beaucoup de temps, mais si vous le souhaitez, c'est possible. Voilà. Après, je répondrai peut-être pas, mais c'est pas grave. Ah, moi, je vois rien. Alors non, plus sur l'expérience peut-être de Gilles au sein de... Au sein, ces 20 années, au sein du service d'ordre, donc de la SAIE, c'est un peu un secret, au sein du service d'ordre de la CGT. Non, bah alors... On s'arrête là? Alors, quand même, on va être un petit peu plus, disons, pas sérieux, parce que c'est pas tout à fait mon genre, mais il y a quelque chose qui me tient à cœur. Bon, premièrement, le point de départ de ce polar, c'est une amitié très forte avec une personne que j'ai rencontrée et découverte dans mes activités militantes. C'est un ouvrier du livre, une profession qu'il a exercée comme clicheur dans un quotidien. C'est grâce à lui que j'ai eu envie de participer en tant que militant au service d'ordre de la CGT, et cela de 1968 à 1992. Et c'est aussi grâce à lui, parce qu'il m'avait fait connaître cette chose-là, et que j'avais donc un certain nombre de connaissances, qu'ensuite j'ai repris cette activité durant 3 ans, de 2009 à 2012, sur un sujet brûlant, qui reste malheureusement toujours brûlant, la question palestinienne. Et donc j'ai eu à occuper le service d'ordre des grandes manifestations pour Gaza à cette époque-là. L'homme qui m'a mis le pied à l'étrier a dirigé le service d'ordre de la CGT avec beaucoup de rigueur, d'efficacité et surtout un véritable meneur d'homme, bon sens du terme, rigoureux, fraternel et intransigeant sur certains principes. C'est un mec bien, très bien, dans lequel j'ai toujours eu une entière confiance. Vous verrez sur le livre, il est dédié à Maurice. Il est dans la salle, c'est monsieur Maurice Sourdez. Je voudrais aussi saluer dans la salle quelques amis de ma génération, peut-être un peu plus jeunes quand même, ils ne sont pas vexés, avec qui j'ai côtoyé dans cette activité. Fabien, Nono, Charlie, Bruno, Pascal, Patrice et Alain. Ils sont parmi nous et ça me fait grand plaisir, c'est un moment pour certains que c'était pas lui. Le japonais n'est pas parmi nous, parce qu'il est retenu par une séance photo par ailleurs. J'ai eu la chance d'être questionné, disons. Bon, au début, ça faisait un peu interrogatoire policier, après, elle a arrêté, elle a vu que ça ne me plaisait pas. Alors, Cécile Colette. Je le répète, elle est journaliste et chroniqueuse à une revue que j'aime beaucoup qui s'appelle Schnock. Une revue qui traite des gens du spectacle et aussi de l'activité sociétale, pareil avec un ton de dérision. C'est une revue qui est extrêmement bien faite. On va aussi remercier celui qui a réalisé cette vidéo impromptue que j'ai découvert avec vous, monsieur Patrice Mercier. Alors,
Patrice Mercier, c'est un spécialiste des goguettes. Qu'est-ce que c'est les goguettes? C'est traiter de sujets de société, c'est ce qui nous concerne, sur une chanson connue. C'est vraiment magnifique, c'est fin, c'est plein d'humour. Regardez bien quand il est en concert, dans des salles parisiennes ou ailleurs. Patrice Mercier. Je voudrais aussi remercier l'équipe du Forum, Roxane, qui dirige cet établissement magnifiquement, Stéban, qui assure ce soir le son et lumière, et Nicolas, qui a préparé un buffet pour nous. Je voudrais aussi remercier ma compagne, certains la connaissent, d'autres pas, Régine Bernadet, pour ses précieux conseils, particulièrement à la fin de la mise en forme, disons, de ce roman. Merci. Je remercie également Éric Nadeau, qui travaille beaucoup pour la chanson. Il a un site formidable, qui est le répertoire de tous les spectacles chaque jour dans toute la France entière. Ça s'appelle Qui chante ce soir. Et lui, c'est monsieur Éric Nadeau. Remerciements aussi à Chantal Bouana, photographe et maintenant collaboratrice d'une revue sur la chanson qui s'appelle Hexagone et qui surtout très gentiment m'a offert une photo de moi que j'ai mise sur la 4e de couverture. Je voudrais également, ce sont des retrouvailles, parce qu'on ne s'était pas vu depuis assez longtemps, même tout à l'heure on a évoqué la durée, c'est assez effrayant. Je voudrais remercier pour leur présence 2 personnes qui ont participé à l'aventure de mon premier livre, Derrière la scène, qui se passe dans les milieux de la chanson. Sabine Lalande, céramiste, qui a réalisé le dessin de la 4e de couverture et qui, entre autres, a réalisé en céramique la très belle plaque qui est sur l'immeuble de l'ancien Cheval d'Or. Sabine Lalande. Et Pierre Corneloup, qui a illustré, vous verrez dans ce premier livre, pour ceux qui l'ont déjà acheté et lu, qui a illustré le livre. À tous les deux, je leur avais raconté une histoire, pareil, l'aventure d'un cabaret de la rive gauche. L'une de par son âge jeune, l'autre parce que, et moins jeune quand même, un peu mon âge, mais il n'a pas eu l'occasion d'y aller à cette époque-là, hein, et ils ont traduit ça magnifiquement. Je voudrais aussi remercier Alexandra, qui a accès à la notoriété, puisqu'elle apparaît dans le livre, à travers des scènes un peu curieuses, qui représente les éditions L'Harmattan. Mes chers amis, je vous propose de nous retrouver maintenant autour d'un buffet qui est préparé par le Forum Léo Ferré et autour d'un vin que j'affectionne plus particulièrement, le vin de Sardaigne. Voilà. Merci beaucoup pour votre venue. Bonne soirée. Bien évidemment, si vous le souhaitez, les livres sont en vente à la sortie.